Alors, bienvenue. Quand on pense au mot hacker, on a souvent en tête l'image du pirate dans un sous-sol sombre, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va complètement déconstruire ce cliché. On va découvrir une autre facette, celle du hacker éthique, un vrai gardien du numérique, dont le rôle n'est pas de détruire, mais au contraire de protéger. Pour commencer, il faut bien comprendre le contexte. Prenons juste un instant pour réaliser à quel point nos vies sont devenues numériques. Des hôpitaux aux banques, en passant par nos propres smartphones, tout, absolument tout est connecté. Et c'est justement ça, le nouveau champ de bataille. Cette citation, elle résume parfaitement la situation. Elle nous dit une chose très simple. Chaque système, chaque appareil, de la Smart TV dans le salon au serveur d'une banque, n'est pas seulement un outil pratique, c'est aussi une porte d'entrée potentielle pour une cyberattaque. Et attention, ce n'est pas de la théorie ou de la science-fiction. Les conséquences, elles, sont bien réelles et parfois dramatiques. On parle d'hôpitaux qui se retrouvent paralysés, incapables de soigner leurs patients, ou encore des données personnelles de millions de gens qui sont volées et se retrouvent sur Internet. Alors, qui sont les acteurs sur ce champ de bataille numérique ? C'est là que ça devient intéressant, parce que ce n'est pas juste une histoire de gentils contre les méchants. Le monde du hacking est bien plus nuancé, c'est une sorte de palette de gris avec des différences cruciales à comprendre. Commençons par le héros de notre histoire, le white hat ou hacker éthique. L'analogie du serrurier est parfaite. C'est un professionnel qu'une entreprise engage pour tester la solidité de ses propres serrures. L'idée, c'est de trouver les faiblesses avant qu'un vrai cambrioleur ne le fasse. Ce tableau résume tout. La différence fondamentale entre les trois types de hackers, elle tient en deux mots, autorisation et intention. C'est ça qui sépare un gardien qui protège d'un criminel qui veut nuire. Le white hat a la permission, les autres non. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Passons maintenant aux fondations. On ne peut pas défendre un château sans en connaître les moindres cons. En cybersécurité, c'est la même chose. Il faut d'abord comprendre le langage d'Internet, comment les machines communiquent entre elles. Premier concept, l'adresse IP. Imaginez qu'Internet est une immense ville mondiale. Chaque appareil qui s'y connecte, que ce soit un ordinateur ou un téléphone, possède sa propre adresse postale unique. C'est ça, une adresse IP. C'est ce qui permet aux données de savoir où aller. Mais l'adresse de l'immeuble ne suffit pas. Une fois que le colis de données arrive au bon bâtiment, il faut savoir à quel appartement le livrer. C'est le rôle des ports réseau. Chaque port correspond à une porte, un service spécifique, le service web, le service de messagerie, etc. Du coup, pour un hacker éthique, connaître ses ports, c'est comme avoir un plan détaillé du bâtiment. Ça lui permet de voir quelles portes sont ouvertes, quels services sont actifs, et c'est à partir de là qu'il peut commencer son travail, vérifier si ces portes sont bien verrouillées ou si elles présentent des failles. D'accord, les bases sont posées. Maintenant, voyons comment les hackers éthiques utilisent concrètement ces connaissances. Loin de l'image du chaos, ils suivent en fait une méthode très rigoureuse pour une seule raison, apprendre à penser et à agir comme un attaquant. Le hacking éthique, ce n'est pas de l'improvisation. C'est un processus méthodique qu'on appelle un test d'intrusion ou pentest. Ça se déroule en 5 étapes claires. De la collecte d'informations au rapport final, chaque phase est pensée pour découvrir et corriger les faiblesses avant qu'un véritable attaquant ne puisse les exploiter. Parlons maintenant d'une attaque que tout le monde a déjà croisée, le phishing ou l'hameçonnage. Ce qui est paradoxal, c'est que cette technique ne cible pas vraiment la machine, elle cible l'humain. Elle repose sur la manipulation psychologique bien plus que sur une faille technique complexe. La défense la plus puissante contre cette arnaque, c'est tout simplement la vigilance. Une habitude très simple peut faire toute la différence. Ne jamais, au grand jamais, cliquer sur des liens suspects et toujours prendre 2 secondes pour vérifier l'adresse du site web. C'est un réflexe qui sauve. On monte d'un cran dans la gravité avec une attaque particulièrement brutale, le ransomware ou rançongiciel. L'analogie la plus juste, c'est celle d'une prise d'otage. Sauf que les otages, ce ne sont pas des personnes, mais toutes les données d'une entreprise ou d'un hôpital. Comme on l'a vu avec le cas tragique de l'hôpital de Dax en 2021, les conséquences peuvent être désastreuses. Un logiciel malveillant crypte tous les fichiers et pour récupérer l'accès, il faut payer une rançon. La meilleure défense contre ça reste d'avoir des sauvegardes régulières, sécurisées et surtout déconnectées du réseau. C'est vrai que face à de telles menaces, on peut vite se sentir un peu démuni. Pourtant, le chemin pour devenir un gardien numérique, pour passer de l'autre côté de la barrière et aider à défendre nos systèmes, est en réalité bien plus accessible qu'on pourrait le penser. Alors la question que l'on peut se poser est simple. Concrètement, par où commencer ? Si cette idée de protéger notre monde numérique a piqué une certaine curiosité, quelle est la première étape ? Voici une feuille de route en 4 étapes pour toute personne qui débute. Apprendre les bases de Linux, bien comprendre le fonctionnement des réseaux, mais le point le plus important, c'est le 3e, pratiquer dans des environnements légaux et sécurisés. C'est ça toute la différence entre un hacker éthique et un cybercriminel, l'autorisation. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. La demande pour des hackers éthiques est bien plus grande que l'offre.
Il y a un besoin immense de gardiens pour protéger nos infrastructures. La question n'est donc pas de savoir s'il y a une place à prendre, mais plutôt de savoir qui aura la curiosité et la détermination de la saisir.